Braves gens, bonne écoute de cette horrifique histoire. Merci beaucoup Dark Vador pour le follow. Bienvenue. N'oubliez pas, il y a un petit follow goal en plus sympathique. N'hésitez pas à follow pour des trucs, pour des dingueries, pour des grosses dingues. Bref. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans le chat, ou même à follow ou faire n'importe quoi, pendant que je lis. Je vous rassure, ça ne perturbera pas la lecture. Au contraire, j'aime un petit peu d'activité, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute. Ce matin, je suis allé au temple. Je le fais tous les jours depuis que les Kami ont bien voulu me rendre la parole. Et je n'oublie pas les offrandes. J'ai besoin de leur protection. Je suis biologiste, un métier qui fut toujours une passion, mais qui me demanda de gros efforts, car je n'étais pas si doué que cela au lycée. Parvenir à intégrer l'université de Kyoto, ma ville natale, fut donc mon premier défi. Ensuite, il me fallut faire mes preuves avant d'arriver ici, dans ce laboratoire de Waseda, d'où je peux voir la baie de Tokyo. J'apprécie toujours autant ma profession. Mais, depuis quelque temps, je laisse le travail de terrain à d'autres. Sous la mer, hélas. Ces profondeurs recèlent désormais pour moi tant de terreur. Mes collègues me savent gré de m'occuper de la paperasse. Ils ont bien vu que l'aventure qui m'est arrivée en 2013 dans le Pacifique Nord a changé mon comportement. Et comment aurait-il pu en être autrement ? J'ai déjà eu la chance de survivre. Quoique parfois je me demande si ce n'est pas plutôt une forme de malédiction. À l'époque, je n'éprouvais aucune espèce de peur vis-à-vis des grands fonds marins. Mais au contraire, une fascination, toute scientifique. Mon équipe franco-japonaise, à bord d'un navire français affrété par l'Ifremer, continuait les travaux entrepris par un autre bateau de l'Institut, disparu lors du tsunami de Fukushima en mars 2011. Si cela s'avérait praticable, compte tenu des violents courants sous-marins dans la zone du naufrage, nous devions aussi récupérer un maximum de matériel et d'échantillons. Selon les instruments du capitaine Maupied, nous étions au-dessus de la fosse du Japon, à environ 65 000 marins de la côte de Tohoku.
Étendue sur 800 km le long de l'île de Honshu, cette fosse marine plonge jusqu'à 9500 mètres, entre celle des Kouriles au nord et celle d'Isubonin au sud. Encore plus au sud, le système de la ceinture de feu du Pacifique se prolonge par la fosse des Mariannes, la plus profonde au monde. Les plongées dans ces zones rapportent toujours des spécimens inédits, défiant toute classification. Et c'était bien cette vie abyssale qui nous intéressait, mais aussi les mouvements du plancher océanique, ainsi que le bateau qui nous avait précédés sur les lieux. Dans les deux navires, les bathyscaphes étaient français et les robots de plongée japonais, créés par les spécialistes de l'université Waseda. Les premiers jours se déroulèrent dans le calme. Le matériel fonctionnait, le moral de l'équipe était au beau fixe, malgré une météo changeante et une houle assez forte qui jouait des tours à certains estomacs. Cependant, les géologues s'avéraient déçus, car les appareils ne pouvaient pas mesurer grand-chose en raison de l'instabilité du bateau. Malgré tout, nous parvînmes à remonter plusieurs spécimens, dont l'un était totalement inconnu jusque-là. Après des repérages fructueux, nous découvrîmes l'épave que nous recherchions, dans un triste état. Elle se trouvait à demi engloutie sous un chaos de roches, fracturé en 3 ou 4 morceaux. Quand elle apparut dans la lumière des projecteurs, je ne pus m'empêcher de frissonner, tant le spectacle était irréel et poignant. Plusieurs membres de l'équipe connaissaient nos prédécesseurs. Ils détournèrent le regard, à la limite des larmes. Le tombeau marin était curieusement dépourvu d'algues et de coraux, comme si la vie n'était pas encore revenue. 2 ans après, je n'avais jamais vu cela. Pas plus que mes collègues ou les plongeurs qui nous accompagnaient. Ce fait aurait dû nous alerter. Nous n'y vîmes qu'une bizarrerie de la nature. En revanche, la coque brisée n'étonna personne. Nous étions sur l'épicentre même du séisme de 2011, à un endroit où aucune construction humaine n'aurait pu résister à sa force dévastatrice. Et la puissance inégalée du tsunami s'était traduite par une vague de 30 mètres de haut. La seule différence notable entre cette expédition et la nôtre était son financement. Comme notre mission de renflouage avait été considérée comme prioritaire, les Français avaient pu obtenir tous les crédits publics sollicités. Côté japonais, nous n'avions eu aucun problème sur ce point. Notre budget était donc supérieur à celui de la première expédition, et entièrement public. En 2011, il avait fallu faire appel à un mécène privé du nom de Claude Balfour, patron d'une banque d'affaires dont je n'ai pas retenu le nom. Sa fondation suisse portait un intérêt aux faux marins du Pacifique, ainsi qu'au folklore des archipels et pays côtiers
de l'Océanie à la Malaisie ou le Japon. D'après ce que je compris, cela allait de pair avec son goût personnel pour les monstres marins légendaires. La vie abyssale est en effet assez déroutante pour réveiller les spéculations les plus sauvages chez le grand public. Maintenant que nous avions localisé le navire, nous vérifiâmes l'emplacement des robots. L'un s'avéra introuvable, et l'autre, bien que cabossé, était peut-être récupérable. Le bathyscaphe, éjecté à 20 mètres de l'épave par la violence du choc, avait beaucoup souffert et ne pourrait sans doute pas être réparé. Entre deux avis de gros temps, nous cherchâmes aussi toutes les traces d'objets intacts, si possible du matériel scientifique. Le 3e jour de nos explorations, le plus petit de nos 2 robots remonta une boîte métallique abîmée. La soirée suivante, alors que le navire tanguait toujours autant, une des géologues nous en présenta le contenu. Il s'agissait de papiers, sans doute des sorties d'imprimantes, qui avaient dû appartenir à Claude Balfour. La plupart étaient déchirés ou illisibles, mais quelques-uns s'étaient trouvés protégés au milieu de la pile, dans la boîte déformée, mais non brisée. Il y avait en particulier la version originale, accompagnée d'une traduction française d'un conte fantastique japonais qui nous intrigua tous et que je ne peux aujourd'hui me rappeler sans frémir. C'était du japonais ancien, avec des caractères difficiles à lire. Comme nous ne comptions aucun historien, nous n'aurions pu tout comprendre si une traduction française n'avait pas été inclue. Le voici, tel que je m'en souviens. Imawa Mukashi. C'est maintenant du passé. Durant l'ère Oei, vivait un riche marchand à Akata, dans la province de Shikuzen. Ce qu'il vendait, je ne sais plus, mais il possédait plusieurs bateaux. Au moment où est censée intervenir cette histoire, ce marchand avait connu une série de malheurs entre pirates et naufrages qui réduisaient sa flotte à 2 bateaux seulement. En outre, plusieurs de ses commis l'avaient quitté, de peur d'être le prochain à subir le mauvais sort. Ainsi, l'un des bateaux restants devait voguer vers Melaka, en Malaisie, avec son fils à bord. Pour s'assurer qu'il arrive à bon port, tout comme les marchandises, j'imagine, le marchand se rendit au temple Kushida Jinja, dédié à la déesse du soleil Amaterasu et à son colérique frère, le kami de la mer, Susano Wono Mikoto. Il fit une offrande de perles, ronde comme l'âme, et reçut du prêtre le conseil suivant. Son fils devrait... J'ai perdu la ligne. Son fils devrait se munir d'un miroir pour repousser le mal qui se dresserait sur sa route.
Par chance, il avait chez lui un petit miroir précieux, offert en paiement par un seigneur dépourvu de monnaie. Il le confia donc à son fils, en lui enjoignant de ne pas le montrer, sauf si un danger venait à le menacer. Or, un orage éclata sur le chemin du bateau, qui déchira les voiles. La coque résista, mais les marchandises, hélas, passèrent par-dessus bord. L'équipage et le fils du marchand se voyaient perdus, d'autant que le bateau, ingouvernable, dérivait de plus en plus au sud, sans rencontrer aucun autre bâtiment. Après plusieurs jours et nuits de cette infortune, ils débarquèrent sur une île étrange et inconnue. Le capitaine était persuadé de n'avoir jamais entendu parler d'une île à cet endroit, bien plus au sud que toutes les terres qu'il avait déjà foulées. D'autres membres d'équipage parlèrent d'île intermittente, un vieux mythe qui n'est pas sans fondement en raison des soulèvements volcaniques du Pacifique. Sur cette île, ils tombèrent face à face avec un immense wokai qui ne se contenta pas de les effrayer, mais les rattrapa jusque sur le bateau où ils rembarquèrent en courant. Tentacules désordonnés en avant, le monstre dévora plusieurs marins. Il était semblable, dit le conte, à la masse de chair appelée Nupefuofu, mais en bien plus énorme et doté de milliers d'yeux, comme Mokumomokuren. La coque flottante, abri illusoire, ne résista pas à cette horreur. Le fils du marchand, qui avait conservé le miroir sur lui dans un petit sac accroché à sa ceinture, le tira dans un geste héroïque et désespéré. Alors, le miracle d'Amaterasu se produisit. Le miroir solaire repoussa les ténèbres et la créature s'enfonça sous l'eau, non sans avoir balayé l'île et les restes du bateau. Le fils du marchand manqua de se noyer dans l'affaire. Par chance, l'un des marins le vit et, malgré sa panique, eut le réflexe de le rattraper. Les quelques survivants grimpèrent sur un radeau et dérivèrent quelques jours avant qu'une jonque malaisienne ne les découvre. Comment le fils du marchand parvint à rentrer à Hakata, et s'il put ramener le miroir, l'histoire ne le dit pas. Ou alors je ne m'en souviens plus. En tout cas, son père l'accueillit avec joie à son retour. Mais depuis lors, le fils refusa de retourner en mer et choisit la voie des ermites Yamabushi sur le mont Ono, au nord-est de Kyoto, en plein milieu des terres. Le conte s'achevait sur un couplet classique vantant les bienfaits de la protection des kami, notamment Amaterasu et Susanoo. Sur le moment, l'ère Oei ne me rappelait guère que l'invasion Oei des Coréens, étudiée à l'école. J'ai donc fait plus tard quelques recherches.
Elle correspond à la période 1394-1428 du calendrier occidental. Les shoguns Ashikaga étaient alors les vrais détenteurs du pouvoir politique, reconnus rois du Japon par l'empereur de Chine. Suite à une erreur de traduction. L'ère Oei fut une période troublée, avec des révoltes et surtout une invasion coréenne manquée en 1419 par Tsushima au nord, mais sans effet sur Hakata au sud de l'archipel, port de commerce florissant. Quant à Melaka ou Malacca en Malaisie, citée dans le conte, la ville fut fondée en 1396. Le contexte de cette histoire me paraît donc crédible, bien qu'elle soit sans doute inventée. C'est d'ailleurs souvent le cas des récits édifiants qui ont valeur d'exemple. Néanmoins, les événements décrits, le monstre, certains détails dans ce conte marin de l'époque Muromachi ont pris pour moi une signification toute particulière. La dernière feuille de la traduction portait une note manuscrite qui résista tout d'abord à la lecture de nos collègues français. Déchiffré, cela donna ce commentaire énigmatique. Shogot, voir le rapport du professeur William Dyer sur l'expédition antarctique Dyer-Peabody de 1931, Miskatonic University. Et plus bas. Plus Nodens. Point d'interrogation. Inutile de dire que nous fûmes stupéfaits. Personne ne connaissait d'université miskatonique. Pourtant, nous appartenions à 4 disciplines scientifiques différentes, autant d'institutions de recherche, et représentions 3 nationalités, car un des géologues était italien. Ce fut le plongeur accompagnant l'archéologue qui avait extrait les papiers. Ceci était une intonation éclatée au sol. On rewind. Ce fut le plongeur, accompagnant l'archéologue qui avait extrait les papiers, qui nous apprit que ce pouvait être une référence à l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, inventeur de cette université fictive. D'après lui, un de ses textes parlait d'une expédition antarctique et mentionnait bien un personnage du nom de Peabody. Cette histoire se terminait dans l'horreur suite à la rencontre avec un monstre dénommé Shogot. Mais, comme il le dit lui-même, c'était de la littérature. Dans le même ordre d'idées, sur un autre papier, à moitié déchiré, se trouvaient les vers suivants. Cet éternel sommeil, c'est une vie encore.
si en d'étranges airs se meurt jusqu'à la mort. Claude Balfour les avait surnommés le distique maudit et précisait qu'il s'agissait d'un extrait d'un livre étrange du XVIIIe siècle, Le culte des Goules du comte d'Herlette, qui lui-même citait le Necronomicon d'Alhazred, ouvrage plus étrange encore. Et bonsoir Bloublor, et merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue, j'espère que ton live s'est bien passé. Bienvenue à toi et à tes viewers. Nous sommes en cours de lecture, mais pour faire simple, un biologiste situé au Japon nous explique pourquoi il n'a plus du tout envie de retourner dans le Pacifique. Voilà. Bonne ambiance. Ah, ils ont découvert un bouquin dans une épave. Voilà. C'est très Lovecraftien. No shit, Sherlock. Merci beaucoup, Bloublor, ça fait plaisir. Bonne écoute. Notre plongeur s'anima à la mention de cette référence, car cela ressemblait beaucoup à une composition de Lovecraft, qu'il nous cita en version originale. That is not dead, which can eternal lie. And with transience, even death may die. Nous écoutâmes, poliment, bercés par un simple roulis, car les creux s'étaient aplanis. Cette nuit-là fut calme, d'un calme trompeur, qui nous permit de convenir que nous avions affaire à des élucubrations complotistes. Je me souviens que quelqu'un assimila ces délires à la thèse selon laquelle les dieux d'anciennes religions, tout à fait vénérables, seraient des extraterrestres. C'était bien la première fois que j'en entendais parler. Mais l'un des Français parla de l'ancien conjoint d'une connaissance, persuadé que les pyramides avaient été construites par les extraterrestres. Ce qui me dérangeait le plus dans cette idée, semble-t-il très occidentale, c'est que les Kami ne semblaient pas épargnés par cette opinion choquante. Et pourtant, nous aurions dû nous méfier. Pourquoi les forêts utilisés par les géologues de l'équipe précédente, avait-il été à moitié dissous, comme par de l'acide ? Il n'y a pas d'acide dans le sous-sol marin, sauf si l'on compte les fumeurs noirs au fond des fosses abyssales, autour desquelles on trouve des formes de vie anaérobie parfaitement adaptées à ces conditions extrêmes. Mais il s'agit de vapeurs acides. Cela n'a rien à voir avec le genre de liquide épais qui, seul, aurait pu attaquer un matériel en acier. Aucun de nos géologues ne put d'ailleurs avancer d'explication, car la composition chimique de la croûte terrestre et du manteau est bien connue. Rien ne cadrait avec les dégâts observés. Bienvenue.
Alors somme toute, je n'ai strictement rien contre des avis divers et variés. En revanche, on est sur Twitch. Et le spam, c'est ban. Voilà. Si vous voulez discuter, c'est sans spammer. Nous eûmes hélas l'occasion de tester dès le lendemain les difficultés particulières auxquelles se heurtait la géologie dans ce secteur. La houle s'étant calmée depuis la nuit précédente, nous en profitâmes pour aller récupérer des carottes de sédiments marins, de façon à terminer la mission de 2011. Ce fut brutal. Le vent se leva d'un seul coup. Les vagues se creusèrent. Et quelques minutes plus tard, nous perdions contact avec le robot en plein forage, à 9528 mètres de profondeur. C'était l'un des robots de Waseda, plus maniable que le bathyscaphe des Français. Une lutte acharnée de 2 heures ne permit pas de reprendre le contrôle de l'appareil. De plus, il était impossible avec cette houle de risquer la vie de 2 membres d'équipage en envoyant le bathyscaphe. Enfin, désemparés, nous abandonnâmes tout espoir quand nous vîmes le câble de guidage du robot remonter à la surface, sectionné comme par une pince géante. Dans quel éboulis rocheux s'était-il coincé? Nous avions toujours en tête les images de l'épave de nos prédécesseurs, en morceaux, au milieu de cet indescriptible chaos de pierre. Et bonsoir, Mamie Collins. J'étais nerveux. Je ne pus m'empêcher de dire qu'il y avait quelque chose de malsain dans cette opération. J'avais l'impression qu'il était urgent de partir, qu'une menace diffuse planait autour de notre expédition. Mes collègues japonais acquiescèrent. Je n'étais pas seul à me sentir mal à l'aise. Les Français, par contre, semblaient faire tous les efforts possibles pour ignorer leur malaise ou en rire. Le capitaine Maupied admit qu'il n'avait jamais vu une houle comme celle-là, avec, j'en ai les cheveux qui gonflent sur la tête quand j'y repense, un vent contraire au sens des vagues. Sa remarque eut le don d'affoler 2 autres collègues, que les rationalisations de la majorité ne convainquirent pas et qui demandèrent à quitter la zone. Je n'étais pas loin de céder, moi aussi, à la panique. J'aurais dû le dire, insister. Hélas. Madame Sudolski, la géologue qui la première avait touché la boîte de Claude Balfour, avoua au dîner ce soir-là qu'elle faisait depuis cet instant un rêve bizarre où elle voyait sombrer le bateau de 2011, attaqué par un monstre de cauchemar assez semblable à celui du conte. Elle entendait en outre les voix de ses collègues décédés qui lui disaient de ne pas s'approcher de l'épave. Ce dernier fait lui paraissait normal, car elle connaissait bien plusieurs des chercheurs disparus lors de la première mission. Je me souviens alors l'avoir regardé un peu fixement, choqué, et avoir poussé l'impolitesse jusqu'à oublier de m'excuser de la dévisager. Mais je ne suis pas sûr qu'elle l'ait remarqué. Elle était perdue dans ses pensées.
Puis vint la nuit. Le capitaine avait finalement accepté de s'éloigner un peu, à la recherche d'une zone plus calme. Peine perdue. Vers 2 heures du matin, le bateau se mit à tanguer dangereusement, nous réveillant tous. Je me souviens d'une odeur forte, plus proche de l'œuf pourri que du sel marin. Pensant à un dégagement de soufre et donc qu'un phénomène volcanique se produisait sous nos pieds, je sortis dans la coursive, montai sur le pont. Mais je redescendis presque aussitôt entre 2 paquets de mer, avec difficulté, manquant en glisser sur les marches. Un marin venait de me crier par-dessus la tempête que l'intérieur était sûr. Mais il ne l'était guère. Les instruments de navigation ne répondaient plus, comme je le compris rapidement, aux cris affolés de l'équipage. Ensuite, il y eut un trou. Je ne sais pas, je ne sais plus. Non. En toute honnêteté, je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement. J'ignore comment je me suis trouvé à la dérive sur un canot de sauvetage avec 2 compagnons d'infortune, Madame Sudolski et le plongeur qui nous renseigna sur Lovecraft, aussi malade que moi. Nous n'avions plus tous 2 que de la bile à vomir. Mais cela continuait sans que nous puissions nous arrêter. Je sais seulement que le lendemain, dans la matinée, un tonnier japonais nous recueillit à son bord. Je laissai Madame Sudolski se débrouiller dans un mauvais anglais, car je ne pouvais plus parler. Nous arrivâmes sains et saufs à Yokosuke, port d'attache des marins pêcheurs, dans la baie de Tokyo. J'appris plus tard que la géologue, rentrée en France, refusait désormais de travailler sur mer, tout comme moi. Un jour que nous conversions par email, elle me confia qu'elle faisait des cauchemars dont elle n'osait parler à personne, car elle craignait que son entourage ne la croie folle. Je compris pourquoi c'est à moi qu'elle le disait, et je n'eus pas besoin de lui demander ce qu'elle voyait dans ses rêves. Ce ne pouvait être que la vision qui m'ôta la parole pendant 8 mois, m'obligeant à communiquer uniquement par écrit. Une masse informe et gigantesque, plus ou moins phosphorescente, grouillant d'yeux clignotant et lançant des tentacules vers le bateau, sa proue noire dressée sur un coin d'étoiles scintillantes. Puis, la pleine lune apparaissait depuis l'abri des nuages où elle s'était cachée, et la créature tordait alors ses tentacules dans tous les sens, comme en proie à la douleur. Fermait ses yeux et replongeait, sans cesser de s'agiter. Les vagues toujours démontées achevaient de couler le bateau, perdu, corps et biens, comme son prédécesseur. Il y a une chose dont je ne me souviens pas. Comment la boîte de Claude Balfour, avec le compte à l'intérieur, était-elle arrivée entre mes mains? Je ne pense pas l'avoir prise. Je ne vois vraiment pas pourquoi je l'aurais fait. Était-ce Madame Sudolski et, dans la confusion du retour, l'objet avait-il atterri dans mes affaires? J'ignore ce qui s'est réellement passé en 2011. Cependant, depuis que j'ai lu certains ouvrages dont je préfère ne pas citer les titres, j'ai une hypothèse.
car j'ai développé une fascination pour les théories sur les grands anciens et les autres dieux. J'évite d'être trop précis quand j'en parle, même à mon entourage, car j'ai déjà vu d'assez près la psychiatrie lors de mon retour pour ne pas avoir envie d'y goûter à nouveau. J'ai cependant expliqué que ces lectures particulières m'ont permis de surmonter l'épreuve et aider à retrouver la parole. Cela suffit à mon épouse. Et c'est ce qui compte. Et bonsoir, Xurei. Et bienvenue dans cette lecture. Et cette fin, on ne va pas se le cacher. Je te salue convenablement dans quelques instants. Merci beaucoup pour le raid. Ça régale. Je consulte régulièrement différents sites confidentiels, ayant peu à voir avec ma spécialité, où je suis entré en contact avec des personnes que je n'aurais aucune chance de croiser dans les couloirs de mon université. Je leur apporte mes connaissances de biologiste, qui ne sont pourtant pas grand-chose, face à ce mystère insondable, aussi intrigant qu'effrayant. Ces créatures ne sont pas légendaires, cela est notre seule certitude. Et je suis bien placé pour savoir que le vivant ne se limite pas à la chimie carbonée. Si d'authentiques extraterrestres ou des survivants géants de la Terre primitive, soit trop mous, soit trop différents de notre forme de vie pour laisser des traces fossiles, existent toujours dans les abysses, alors l'humanité doit s'attendre à de nouveaux accidents. Et jamais notre espèce ne dominera la planète. Quant à Claude Balfour, que cherchait-il exactement ? Parfois, je me dis que si des êtres étranges, autant que destructeurs, vivent vraiment sous le Pacifique, et que Balfour a tenté de les contacter, alors le sang de milliers d'innocents a coulé par sa faute. La triple catastrophe de 2011 n'a peut-être rien de naturel, mais comment en parler ? Les gens sont encore choqués et outrés par la mauvaise gestion du gouvernement. Je pense qu'il y a certainement eu des maladresses, voire des erreurs. Mais je crois qu'on lui en demande trop. Si Claude Balfour est à l'origine de nos malheurs, cela ne pouvait être prévu. Pourtant, avancer une idée pareille serait certainement mal compris. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas voulu conserver cette boîte maudite. J'ai attendu l'hiver pour éviter les fantômes de l'été et parce que je ne voulais pas rester trop tard dehors. Je supporte mal la nuit noire, ce vaste espace dans lequel l'humain n'est qu'une chose minuscule et insignifiante. Et cette boîte, je l'ai enterrée au temple par cette nuit d'hiver il y a quelques mois. C'est pourquoi j'y apporte souvent des offrandes. Je demande aux kami et je prie ces puissances-là existent aussi, de me protéger du mal des grandes profondeurs marines et de m'envoyer Baku, le dévoreur de rêves, pour éliminer mes cauchemars. Car je crains que ceux qui marchent au fond du Pacifique ne me hantent à jamais. Et voici la fin de cette soirée horrifique histoire qui aura duré 1h08 de plus. Grand bien en face, à une oreille de Reuse. Et merci à toutes et tous. Et merci Sombre Pigeon du fou. N'hésitez pas encore une fois à découvrir les livres dont sont tirées ces nouvelles, si vous voulez les connaître mieux. Parce que ça mérite, c'est une petite boîte d'édition, ils savent même pas que je fais ça. Je suis pas sûr qu'ils devraient savoir, mais n'hésitez pas. Voilà qui fait plaisir.